Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve pour une nouvelle semaine et comme d'habitude on commence avec notre Fear and Greed Index qui reprend quelques couleurs en tentant de s'extirper de l'extrême peur. On est en fin de retour dans la zone de peur à 28. Du côté des marchés US, c'est l'inverse. On est toujours dans la zone de greed certes, mais on perd quelques points aujourd'hui à 59. Mais on n'est que lundi, on verra bien ce qui se passe dans la semaine. On peut enfin passer à tous nos gagnants tirés au sort hier pendant le live. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents. On a eu la chance d'avoir la présence d'Agathe pendant tout le long du live et c'est plutôt cool de ne pas être toute seule derrière le micro. Allez, notre premier gagnant de la soirée a été Thomas Pagnès qui remporte le numéro 267. NG Crypto n'a pas perdu la main et remporte le 268. Le 269 revient à Jean-Philippe Rossi et Monsieur Rabbit qui continue de faire grandir sa collection avec le numéro 270. Le 271 est remporté par Nicolas Despasse. Et comme la semaine dernière, on a clôturé tous nos gagnants avec Cryptosaur qui remporte le 272. Félicitations à tous nos gagnants, bonne chance pour tous les participants de cette semaine. Et pour tenter votre chance, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous les apps crypto. Installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. On démarre la vidéo du jour bien sûr par ce qui s'est passé avec la structure de Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et sachez qu'il y a des mecs, des fans de Elon Musk en fait, qui ont fait une statue grandeur nature. Ils ont dépensé plus de 600 000 $ dedans. Donc c'est la tête de Elon Musk avec un corps de chèvre, une médaille, un collier Dogecoin et du coup le tout juché sur une fusée. Ils ont livré ça du coup au siège de Tesla. Ce qui est étonnant, c'est que Tesla du coup a autorisé ça, mais par contre ils ont eu aucune réponse de la part de Elon Musk. Du coup, en fait, tout ça c'est quoi? En fait, c'est pour promouvoir un token, le token du coup de leur projet, donc le token Elon Goat Token. Ce qui est intéressant entre guillemets aussi, c'est que ils font aussi une collection NFT. Pour ceux que ça intéresse, les mecs ils sont quand même motivés parce qu'ils ont quand même mis 600 000 $ dans leur projet et en fait ils ont eu aucune réponse de Elon Musk et après ils sont en train de se retourner le cerveau. Ils disent voilà, il semblerait que Elon est en train de nous tester. Après ils disent en fait ouais, ça veut dire que Elon il valide le projet parce que la sécurité de Tesla en fait nous a pas viré. Donc en tout cas bonne ou mauvaise idée je ne sais pas. Ça a coûté très très cher. Les gens du coup en parlent malgré tout, même si Elon Musk en parle pas. Donc voilà, je voulais vous en reparler du coup par rapport à tout ça. Une monnaie confiance sert à capitaliser la valeur passée que j'ai dû donner pour l'acquérir. Comme l'or, quand j'achète de l'or, je cède de la valeur que j'ai accumulée pour la constater sous la forme de lingots d'or. Le deuxième secret, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une seule monnaie confiance dominante. Aujourd'hui, la monnaie confiance reine, c'est l'or. Mais Bitcoin, qui évolue dans la sphère Internet, a pour vocation de détrôner l'or. D'ailleurs, c'est pour ça que Bitcoin est risqué. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'il y arrive? Mais en tout cas, s'il a de la valeur, et si on perçoit de la valeur future pour Bitcoin, et c'est de là que vient la hausse de son cours, alors il devra détrôner l'or. Quel est le principal obstacle qui fait que Bitcoin c'est bien mais ça ne va pas marcher? Alors, c'est pas c'est bien et ça ne va pas marcher, puisque fondamentalement, si on observe la réalité aujourd'hui, ça marche. La question c'est, est-ce que ça peut continuer comme ça et qu'est-ce qui peut se passer? Alors, l'événement ou les événements marquants ou l'évolution marquante aujourd'hui, c'est évidemment toute la réflexion qui se fait autour des monnaies numériques de banque centrale. Ça a été extrêmement bien dit par Alexandre il y a quelques minutes. Dans la vision de la BRI, dans la vision des banques centrales, c'est pas pour aller vers moins de contrôle et plus de décentralisation, c'est pour aller vers plus de contrôle et moins de décentralisation. Donc les monnaies de banque centrale, c'est le QR code, c'est le pass monétaire, c'est, si on fait l'analogie avec le pass vaccinal, donc les monnaies de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale, elles portent en elles un risque démocratique, un risque sur la liberté qui est fondamental. Et donc, on devrait avoir là-dessus des débats politiques absolument acharnés. Là, je ne vous parle pas d'économie, je vous parle de politique. Je vous parle de la liberté. Je vous parle de droit constitutionnel. Qu'est-ce qui fait qu'un État peut s'arroger le droit de contrôler la manière dont je dépense mes sous? Et à travers la dépense de mes sous, j'exerce mon droit d'être humain à être libre. Donc, autour du Bitcoin,
autour de l'émergence des monnaies numériques de banque centrale, c'est ça qui devrait être débattu aujourd'hui. Et donc, pourquoi va y avoir ce combat immense? Parce que c'est, et Alexandre en parlait, le privilège exorbitant. Alors, ce n'est pas tant le privilège exorbitant du dollar, on peut en reparler, mais c'est le privilège exorbitant de créer la monnaie, de maîtriser la monnaie, de contrôler la monnaie, et donc de contrôler l'économie, et donc de contrôler la politique, et donc de contrôler la vie des gens. Et est-ce que vous croyez, et c'est comme ça que je vais répondre à ta question, que quand on détient ce privilège-là, on a envie de l'abandonner comme ça? Et donc, le libertarien que je suis, c'est-à-dire le fervent défenseur de la liberté, de l'égalité, du fait que chaque être humain doit être reconnu pour ce qu'il est, un être humain à part entière, doté de réflexion, de capacité de décision, de responsabilisation, bref, de tout ce qui fait les attributs de la vie, on se retrouve dans une situation où vous avez des pouvoirs qui ont la capacité, le privilège de décider de contrôler ça. Et avec Bitcoin, de manière plus générale les cryptos, on remet en cause ce privilège exorbitant de contrôler la vie des gens. Et vous me demandez de l'abandonner. Je ne suis pas certain d'avoir envie de le faire. On est dans une phase où la plupart de vos trades seront perdants, alors limitez vos trades. Ça ne veut pas dire arrêter d'accumuler de la crypto-monnaie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines crypto-monnaies à acheter. Ça veut dire qu'il faut arrêter de sortir une courbe, de mettre 2 traits, parce que vous avez vu un mec qui lui fait ça 8 heures par jour le faire, et vous vous dites « Ok, c'est bon, j'ai regardé une vidéo, j'ai compris, je pense que je pourrais aller en salle de marché à la Société Générale. » Et là, vous vous dites, vous vous sentez tout chaud, allez c'est parti, on fout l'épargne de la baraque dessus. Ça c'est pas vrai, d'accord? Et même si, je vous rappelle, hein, quand vous prenez un trade, vous avez une chance sur 2 que ça marche, d'accord? Ça peut monter ou ça peut descendre. Même s'il y a des abrutis qui le font, qui ont une chance sur 2 et qui gagnent, et qui en plus vous disent « Oh, vous avez vu, je l'ai dit, je l'ai fait, ça a marché ». Eh bien, c'est pas une raison pour le faire et c'est pas pour autant que ça va marcher pour vous. Et ensuite, il y a un gros travail personnel. C'est-à-dire que le bull run, c'est quelque chose d'épuisant. Le bull run, ça prend la tête, le bull run, ça fatigue, vous devez livrer. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent d'un coup, ils n'étaient pas habitués à ça, ils ont fait des folies, ils ont reperdu, donc ça les a lessivés. Et c'est un moment où il faut être capable de se régénérer. C'est-à-dire que dans une phase un peu plus calme comme celle-là, il faut dormir, faire du sport, essayer de bouffer un petit peu mieux pour ceux qui n'en ont pas l'occasion et qui passent 8 heures par jour le cul sur une chaise comme moi. Essayez vraiment de profiter de vos proches et de profiter de ces moments très très importants. Vous devez vous régénérer, vous devez vous reposer, vous devez faire le calme un petit peu, souffler, tout simplement parce qu'il y aura des périodes qui ne seront pas aussi calmes et il y a des périodes où ce sera beaucoup plus compliqué. Parlons maintenant de CoinSquare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exchange canadien qui s'est fait pirater. Ils ont une fuite de données et un certain nombre de données qui ont été volées, et surtout les données, c'est des données personnelles bien sûr. On a le nom, prénom des utilisateurs, leur adresse mail, numéro de téléphone, date de naissance et surtout adresse publique des wallets et l'historique des transactions et combien d'argent ils ont aussi sur le token. Donc là, c'est quelque chose qui met en avant en fait les risques associés aux exchanges. Quand vous êtes sur un exchange, vous faites un KYC, ben, potentiellement l'exchange se fait pirater, et ben vous avez votre KYC, votre nom, votre prénom, votre wallet qui sont révélés. Donc c'est quelque chose qui peut être à risque. Donc soyez vigilants aussi sur les divers exchanges sur lesquels vous vous connectez, sur lesquels vous identifiez, utilisez diverses adresses aussi pour retirer de l'argent potentiellement, pour pas que tout soit relié à une seule adresse. Si ça sort sur internet, que bah vous avez certains wallets qui restent quand même publics. Donc c'est quelque chose aussi qui permet de se rappeler des bonnes pratiques sur le sujet. C'est un peu fou comme histoire, mais BitBoy Crypto, le célèbre YouTuber de crypto, s'est rendu aux Bahamas pour parler avec Sam Bankman-Fried. Il s'est littéralement accoté sur son véhicule personnel. Il a littéralement cogné à sa porte. Bref, c'est un vrai téléroman, ce truc. Et honnêtement, j'essaie de comprendre où est-ce que ça va mener. Parce que honnêtement, je pense que ça va plus mettre dans le trouble BitBoy Crypto parce qu'il va se déplacer. Oui, il fait la bonne chose d'aller demander des comptes à Sam Bankman-Fried, mais d'un autre côté, est-ce que ça va vraiment changer quoi que ce soit? Honnêtement, je pense vraiment pas. Tout ce que ça fait, c'est que ça nous fait un show à regarder le week-end en live sur Twitter. C'est un peu ridicule. Je trouve que, honnêtement, BitBoy Crypto se prend un peu pour, comment je pourrais dire, le défenseur de la crypto. C'est correct. Il nous avait averti de FTX. Il nous avait averti de tout ce monopole-là. C'est correct, mais là, je pense qu'on pousse peut-être
un peu trop loin. Bref, peut-être que je me trompe, peut-être que ça va faire avancer les choses, peut-être que ça va exposer certains trucs, mais pour le moment, je regarde ça plus en surface, puis je me dis que c'est plus du drama paparazzi, puis un show, finalement, que tu peux regarder sans nécessairement amener une conclusion, sans nécessairement régler le problème du fait que certaines personnes ont perdu des milliers, voire des centaines de milliers de bitcoins. J'ai vu un Twitter d'un gars qui disait « J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé sur FTX. Malheureusement, j'ai pas pensé à avertir mon ami qui, lui, avait à peu près 9 ou 10 bitcoins sur FTX. Puis finalement, il a oublié et son ami a perdu 9-10 bitcoins, à peu près, grosso modo. Donc, tu vois là, que ça l'atteint vraiment beaucoup de gens. Tu sais, 10 bitcoins, c'est quand même beaucoup d'argent là, pour certaines personnes. Donc, c'est dommage. Puis ces gens-là, malheureusement, ne retrouveront jamais leur argent. Mt. Gox, ce qui s'est passé en 2014, les gens n'ont rien reçu encore aujourd'hui. Oui, ça tranquillement, ça tend à se développer vers une conclusion, mais personne n'a encore touché un seul Satoshi de ce qu'ils avaient acheté à l'époque. Donc, FTX, on pourrait se rendre jusqu'en 2030, honnêtement. Et je pense que ce genre de situation-là, ne règle absolument rien. Alors, plus proche de nous, bien évidemment, il y a beaucoup de Français, en particulier si vous en faites partie, qui lancent une espèce d'action collective pour retrouver leur argent, tout simplement. 1500 investisseurs lésés ont été fédérés par Antoine Monbrun, moi je le connais pas, chef de projet au Journal du Coin, pour récupérer de l'argent. Il y a des sommes énormes qui ont été perdues, plusieurs centaines de milliers d'euros. On a des étudiants, des personnes âgées, des personnes qui avaient placé leur économie dans les crypto-monnaies. Et donc l'idée, c'est que n'hésitez pas à vous rapprocher de Antoine Monbrun ou du Journal du Coin pour voir, pour participer éventuellement à cette action collective si vous avez des fonds perdus, en particulier sur FTX. Cryptos qui nous dit Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a soulevé des doutes sur la fiabilité de ses concurrents, histoire de changer, tu vois, histoire de pas changer plutôt, mais la stratégie est périlleuse et pourrait voir vaciller la confiance de l'écosystème crypto. Retour sur ses manœuvres derniers jours, donc un petit article sympathique. Donc il a joué avec le feu, avec FTX, il a brûlé une bonne partie du marché. Lui, finalement, il s'est pas brûlé parce qu'il a récupéré le charbon pour alimenter Binance, tout simplement. Il est content. Mais il a essayé de jouer encore avec le feu, avec Crypto.com, avec d'autres échanges comme ça. Attention de pas trop jouer avec le feu, CZ, parce que tu vas aussi te brûler. Bon. En parlant de CZ, Binance a cette semaine publié sa Proof of Reserve basée sur le Merkle Tree. C'est un système très intéressant, je t'invite à creuser. J'ai pas t'ennuyer avec, mais juste pour se concentrer sur cette fameuse Proof of Reserve, plus je réfléchis sur le sujet, plus je me dis que c'est juste un élément marketing. Avant, j'étais vraiment bullée, je me disais que c'était une nouvelle qui était intéressante pour apporter plus de transparence et plus de sécurité pour les investisseurs. Mais là, en fait, je me dis que, ok, c'est cool, mais on sait pas ce qui se passe derrière. On a juste ta Proof of Reserve, mais ça ne nous dit pas tout sur ta situation. Et il y a également sur Twitter le CEO de Kraken qui est tombé sur CZ en disant justement que la Proof of Reserve c'était du n'importe quoi, ça ne prouve rien car on ne met pas en avant les balances négatives. C'est pour ça aussi, tu vois, que je cogitais, je me suis mis en mode zépo avec moi-même pour me dire mais concrètement, quelle est la valeur ajoutée de la Proof of Reserve? Je sais pas trop. Bon. Suite au tweet du CEO de Kraken, CZ a répondu en disant qu'ils allaient se faire auditer par un acteur externe. Et même là, tu vois, c'est pas quelque chose que je trouve rassurant parce qu'ok, tu vas te faire auditer par un acteur externe. Mais si ça se trouve, dans 5 ans, on va apprendre que l'acteur externe qui a audité les comptes de CZ était en fait dans des bails chelous, il a fait passer des transactions qu'il n'aurait pas dû faire. Enfin bref, tout ça pour te dire que tout est flou et c'est important vraiment d'essayer de se protéger tant que faire se peut. Les plateformes centralisées doivent être une escale et les cold wallets doivent être la destination finale. Alors je vais pas dire qu'il faut supprimer les plateformes centralisées parce que malgré tout, on en a besoin. On en a besoin parce qu'il y a certaines opérations qui sont beaucoup plus simples à faire sur les plateformes centralisées. Et même si on veut l'adoption massive, quelqu'un qui ne connaît pas la crypto, il va beaucoup plus être rassuré d'utiliser une plateforme centralisée que d'utiliser une plateforme décentralisée. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par ces plateformes-là. Mais encore une fois, je le répète encore une fois parce que c'est important, la majeure partie de tes fonds doit être dans ton entière possession sur un cold wallet.
On reste en Europe avec le Parlement qui vient d'approuver un projet de loi qui va booster la transition numérique. En effet, durant la journée du jeudi 24 novembre 2022, le Parlement a approuvé avec 529 voix pour et 22 voix contre un programme politique nommé Décennie numérique. Mais quel est l'objectif de ce programme, me direz-vous ? Eh bien, l'objectif est d'accélérer la transition numérique en aidant les entreprises à numériser leurs services et ils apporteront leur soutien à, je cite, l'infrastructure pan-européenne basée sur la blockchain. Concrètement, l'objectif est d'accélérer le déploiement de la 5G et de booster l'adoption de la blockchain par le secteur public et privé afin de rendre les services plus efficients. Et pour cela, il prévoit d'investir dans des solutions blockchain et Web3. A savoir que dans le même temps, on a la loi MiCA encadrant le secteur des cryptos qui devrait rentrer en vigueur en 2024, et donc il est probable que dans les années à venir, on voit apparaître une industrie blockchain beaucoup plus structurée et soutenue par l'Union européenne. Ce ratio CET1 ainsi que les fonds propres des banques françaises sont, en tout cas sur le papier, en constante augmentation depuis la crise de 2008. Ce qui est en théorie ce que cherchait à faire la BRI avec les accords de Bâle III, donc une réduction des effets de levier utilisés par les banques. Maintenant, est-ce que ce ratio est suffisant de nos jours pour absorber une crise financière majeure ? Très difficile à dire. Surtout que, soyons clairs, le secteur bancaire est devenu tellement gros et alambiqué que plus personne ne comprend réellement comment il fonctionne. Voilà ce que disait déjà Charles Gave en 2018. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans le bilan des banques. Par exemple, il y a des banques qui ont quelque chose, on va en reparler, la Deutsche Bank aurait 7 000 milliards de dollars d'opérations sur des produits dérivés dans son bilan. Maintenant, je persiste à penser que personne n'a la moindre idée de ce qu'il y a dans le bilan de la Deutsche Bank, et surtout pas ceux qui la dirigent. Personne n'y comprend rien. Donc ce sont des espèces de trous noirs au milieu de la galaxie financière. Et comme les seuls actifs qu'elles ont, ce sont les obligations des États souverains qu'on les a forcés à acheter, si ces obligations prennent un coup, comme ça a été le cas pour la Grèce, elles sautent. Alors l'un des meilleurs moyens pour voir l'état de santé d'une banque, c'est de demander à monsieur le marché ce qu'il en pense. Depuis 2008, le cours en bourse de la BNP a perdu plus de 20%, Crédit Agricole moins 50% et la Société Générale plus de 70%. Et si on regarde l'état des banques européennes dans leur globalité, grâce à cet indice, c'est encore pire, moins 90%. Pour la peine, les actions des banques européennes sont de vrais et authentiques shitcoins. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oui, mais ça va mal partout, c'est difficile le métier de banquier ». Dans ce cas-là, regardons la performance des plus grosses banques américaines sur la même période, comme JP Morgan par exemple. Ah, plus 186%. Allez, c'est peut-être un coup de bol, regardons Goldman Sachs. Ok, plus 110%, dernière chance avec Wells Fargo, toujours pas. Plus 40% sur la même période. Et là, il est encore assez amusant de faire un parallèle avec le monde des cryptos et l'affaire FTX. Alameda Research reposait sur des tokens FTT qui ne valaient finalement pas grand-chose. C'était du vent qui permettait à Alameda de s'endetter. Les banques européennes, elles, reposent en grande partie sur des obligations d'État en faillite virtuelle. Une grande partie de leur colonne des actifs est composée de dettes nationales. Et comme on le disait dans cette vidéo, ces petits bouts de papier ne valent plus grand-chose. Plus personne n'en veut. Sans le soutien de la Banque Centrale Européenne, le château de cartes se serait effondré depuis bien longtemps. Comprenez bien également que cette dette moisie compte parmi les actifs les plus sûrs en termes de régulation des banques, car, in fine, c'est l'État qui fait la réglementation et qui émet ces dettes. On ne crache pas sur ses propres shitcoins. Tout ça pour dire que lorsque vous avez un compte à la BNP, au Crédit Agricole ou à la Société Générale, il faut bien avoir conscience des risques auxquels vous vous exposez. Je ne suis pas en train de dire que ces banques vont faire faillite demain matin, mais par contre, sachez que vous faites confiance à Madame Lagarde pour maintenir ces zombies en vie. Pourquoi t'as mis ne pas parler du bear market? Ah, parce que je le répète tout le temps, ouais, enfin ils m'ont tellement saoulé quand on était tout en bas que... Ok, promis, j'en parle pas, d'accord. Le nombre d'actions qui composent l'indice SP500, qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, qui a un point de repère de tendance moyen terme, n'a jamais connu d'aussi forte progression, puisqu'aujourd'hui 60% d'entre elles sont au-delà de ce point de repère. On revient au même niveau qu'au début de l'année. Alors, je propose du coup aujourd'hui, ouvrons le débat, puisque le DAX a dépassé les 20% de hausse depuis ses plus bas, même chose pour le CAC, le Dow Jones, est-ce que nous sommes aujourd'hui en bull market ou toujours dans ce fameux bear market? John Deere aux États-Unis, je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce. Alors tu en as peut-être jamais entendu parler, et pourtant c'est une boîte qui a été créée en 1837. C'est l'une des plus anciennes compagnies industrielles des États-Unis. Alors ils font quoi? Ils font notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des tondeuses.
tout ce qui touche au matériel agricole. Et son fondateur, John, a créé la première charrue en acier coulé. Et aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, pas ouf, mais un peu. 2,25 milliards de dollars de bénéfices nets sur le trimestre. L'action a fait dans la foulée des nouveaux records historiques. Le bénéfice net a explosé de 80%. La croissance des revenus s'envole à 37%. Comme quoi, malgré qu'on soit en... Voilà, tu as compris, il y a quand même des actions qui font des records historiques. Ça, c'est bien évidemment si on veut le voir le verre à moitié plein, en plein... market. Oui, cette semaine, ça commence tout doucement. Les futurs sont déjà clairement en baisse, 0,7% de baisse sur le S&P 500. La raison principale, c'est la Chine qui est en train de secouer le sac un tout petit peu. On demande la démission de Xi Jinping. C'est pas encore gagné, bien sûr. On connaît les méthodes des autorités chinoises. Ça risque de prendre du temps si ça se produit. On verra bien, mais en tous les cas, début de révolution, potentielle baisse de production dans les iPhones. On sait pas comment on va faire pour offrir les cadeaux de Noël. Si imaginez un début d'année sans iPhone 14, c'est une catastrophe, on ne sait pas comment on va tourner, mais on va essayer quand même. Néanmoins, la Chine ralentit, on a peur du ralentissement chinois, on a peur des confinements, on a peur de la révolution, on a peur qu'ils consomment plus de pétrole. Le baril est passé sous les 74 $ sur le WTI ce matin, on sent qu'on n'y croit plus pour l'instant. En tous les cas, c'est très calme malgré la baisse sur les futurs et on démarre une nouvelle semaine avec pas grand chose aujourd'hui. Pas grand chose aujourd'hui parce que tout le monde regarde les infos sur la Chine, donc on se concentre là-dessus. Pour l'instant, Hong Kong est en baisse de 2%, la Chine est en baisse de 1%. Pourtant, il y a un signal quasi d'achat sur le graphique du HSI en Hong Kong, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faudra oser aller mettre les pieds dedans, vu ce qui est en train de se passer du côté de la Chine. Donc ça, c'est le gros sujet du début de la semaine. Et pour le reste, aujourd'hui, on aura bien évidemment peu de chiffres, voire pas de chiffres, parce que c'est lundi après Thanksgiving. Il faut quand même digérer un petit peu, aller faire 2 heures de jogging pour éliminer les calories ingurgitées depuis 4 jours. Et puis après, on pourra s'y remettre pour de vrai. Le VIX actuellement, on est en train de rejoindre une zone donc actuellement de support, hein, comme on peut constater ici. Hop. Donc, faut faire attention à la cyclicité du VIX, hein, puisque là, on est en train de rejoindre cette zone ici de support. Notamment quand on rajoute le VIX du VIX, hein, comme j'avais noté dans une de mes vidéos précédentes, c'est que le VIX du VIX bottom avant le VIX, hein, il y a toujours une décorrélation entre les deux. Donc là, on voit que lui, il a bottomé depuis début novembre, et que le VIX, lui, met un petit peu plus de temps avant de faire son bottom. Donc là, au niveau de la cyclicité, on rejoint ce rectangle ici, on a rempli ce petit gap ici. Donc, il faut faire attention au niveau de la cyclicité du VIX. Donc, ça concorde un petit peu avec l'aspect technique au niveau du S&P 500. Techniquement, de une, c'est bearish, et de deux, fondamentalement, ça commence à changer. Il y a justement les pays de Golfe qui ont envie de faire les échanges de pétrole non plus en dollars, mais dans leur monnaie locale. Après, justement, la menace de Biden contre l'Arabie Saoudite récemment, donc l'Arabie Saoudite riposte. Il y a aussi, du coup, je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, mais la menace aussi de maintenant faire les échanges non plus en dollars, mais dans leur propre monnaie locale. Il y a là tout récemment les Émirats Arabes Unis qui sont en train de mettre en place aussi un échange non plus en dollars mais avec l'Inde où il y a des échanges qui sont colossaux entre les deux pays, non plus en dollars mais avec les monnaies locales, donc la roupie indienne ou le dirham des Émirats. Donc peu à peu en fait on a en gros, il y a aussi le fait que la Russie va passer de plus en plus via l'échange électronique, donc via des crypto-monnaies ou leur propre monnaie électronique qui est aussi dans les starting blocks. On a vu aussi l'Iran qui se permet de faire du business, donc il y a un pays banni par les États-Unis, qui se permet maintenant de faire du business avec les crypto-monnaies, donc ça leur permet en fait de quitter le monopole du dollar, parce que si vous ne le savez pas, mais imaginons que vous faites un transfert d'une banque en Lituanie en dollars à une banque, je sais pas moi, en Europe, ou peu importe, dans un autre pays, en Suisse, ok, donc c'est ni une banque qui est aux États-Unis, mais vu que c'est du dollar, les États-Unis ont le contrôle sur ce transfert. Ce transfert peut être interrompu à tout moment par les États-Unis s'ils en ont envie, parce que c'est leur monnaie. Pourtant, ce n'est ni dans leur banque, etc., etc. Du coup, vous doutez bien que demain, il y a une banque iranienne qui a du dollar et qui fait un transfert vers un autre pays, ça va être bloqué directement. Là, ce n'est plus le cas. Du coup, il y a plein de pays en fait qui sont en train justement de se émanciper du dollar. Et tout simplement, faut savoir que tous les pays ont des réserves de dollars parce qu'ils en ont besoin pour faire des échanges à l'international, parce que le dollar est la monnaie la plus utilisée.
Mais si petit à petit, beaucoup de pays commencent à rejoindre les Émirats, qui veulent utiliser leur propre monnaie, les pays de Golfe pour le pétrole, la Chine ou le Japon, je sais plus, ou la Russie également, si beaucoup de pays suivent et utilisent leur propre monnaie, ben le règne du dollar va commencer peu à peu à s'estomper, il y aura beaucoup moins d'échanges en dollars, et du coup, beaucoup de pays vont justement diminuer leurs réserves de dollars, parce que là, à l'instant T, il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de réserves de dollars, normal, parce que vous devez échanger en dollars. Mais si ça s'arrête, il y a beaucoup de pays qui vont justement vendre leurs dollars pour leur propre monnaie, ce qui va créer des pressions baissières, et du coup, ce qui va affaiblir le dollar. Et donc, techniquement, ce marché commence à dessiner en top, et fondamentalement, on commence justement à aller dans cette ligne directrice qui est que les pays vont commencer à s'émanciper du dollar et à utiliser de plus en plus leur propre monnaie, ou des monnaies digitales. Enfin, par exemple, les crypto-monnaies, comme c'est le cas en Iran, ou même en Russie, où il y a eu des échanges qui ont été faits via le Bitcoin, pour justement bypass et contrer ce ban qui a été fait aussi par l'Europe, mais aussi justement un certain contrôle des États-Unis. Et du coup, c'est ce qui va affaiblir le dollar. Bon, techniquement, le graphique il nous dit c'est moche, hein, ce qui s'est dessiné, tant que ça ressemble pas à ça. Et du coup, graphiquement, on est en train de nous dire que des retours pour les prochains mois dans ces zones vers les 97 points ou les 100 points sont très réalistes, voire dans cette zone vers les 94 points, 95 points. Et du coup, ça, c'est assez bullish pour les assets à risque. Sur le Bitcoin, toujours lui aussi en tendance baissière. De la même manière, les marchés ne vont pas de manière unidirectionnelle. Ici, on peut constater en weekly 3 mèches, 1, 2, 3, avec un niveau qui a été défendu. Et j'imagine que l'acheteur qui est en train d'essayer de poser un niveau, suivez mon regard, à mon avis, c'est CZ, hein, avec son fonds de libération de la crypto, fonds de liquidité de la crypto, fonds de l'exit liquidity de la crypto. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si jamais, je veux dire, là, tu sais pas s'il cherche à faire un fonds d'urgence de la crypto pour monter la crypto vers le haut ou pour pouvoir vendre ses bagues parce qu'il y a zéro liquidité sur le marché, c'est un petit peu le problème d'ailleurs. Et le problème aussi, c'est si par exemple un milliardaire comme CZ annonce un fonds de liquidité de la crypto, le truc c'est que ok, on en a besoin, c'est urgent, venez empêcher les navires de couler, mais en général voilà, il faut pas jouer au héros, il faut laisser vendre ce qui a vendu, et ce qui pour lui est peut-être l'opportunité d'empêcher que ça tombe un petit peu trop fort, pour d'autres poissons, parce qu'on ne compte pas le nombre de gestions de fonds qui sont la tête sous l'eau sur les cryptos, mais qui ne peuvent pas sortir de leur position altcoin à cause du manque de liquidité, malheureusement, quelle que soit sa volonté, ce n'est pas bullish, parce qu'il y a probablement des gens qui serviront de cette liquidité pour sortir. C'est intéressant de voir quand même quand on regarde en weekly ici. Tac. C'est que quand même, on se dit que potentiellement ça pourrait être, on pourrait récupérer ce niveau, mais il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on a fait énormément de volume à ce niveau-là, plus que quand on était en bull run, qu'on était tout là-haut. On a fait énormément de volume ici et pourtant on est tombé. Donc là, nous avons quand même un sacré mur. Pour réintégrer ce range ici à ce niveau-là, on a un mur, il est épais, donc ça te rend BR quand tu vois, ça te rend bien quand tu vois un mur comme ça face à toi. Mais on va voir ce qui va se passer. Donc ici on commence à générer du volume. Est-ce que le prix est en train d'accepter? Est-ce que le marché est en train d'accepter le prix? Et potentiellement on pourrait aller chercher encore plus bas. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr que quand on voit ce mur qu'on a face à nous, on se dit merde, c'est la merde. C'est la merde, pour passer ça, il va falloir un nouveau bull run. L'actualité suivante concerne Wimix qui voit son token chuter de 70%. Regardez, la courbe est assez vertigineuse, là, la chute. Et l'explication est toute simple. Alors déjà, pour rappel, Wimix c'est une plateforme sur laquelle il y a plusieurs jeux, même pas mal de jeux, notamment l'un des plus connus qui est Myr 4, qui est un RPG blockchain. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, même du prochain épisode Myr qui sortira. Et le souci, c'est que cette plateforme est notamment très populaire en Corée du Sud. Et il y a une association, une alliance d'exchange crypto
en Corée, qui est constitué des 5 principaux exchanges coréens, qui a décidé tout simplement de délister le token de Wimix. Alors pourquoi ? Eh bien, ils avancent le fait qu'apparemment WeMade, l'entreprise derrière Wimix, aurait menti sur le nombre de tokens en circulation. Alors, je sais pas exactement... Enfin, c'est un peu bête de leur part, parce que ça, c'est une information normalement qui est publique sur la blockchain. C'est quelque chose qu'ils auraient pu vérifier normalement facilement. Donc même si jamais WeMade leur avait menti, ils auraient pu vérifier ça. Il semblerait qu'ils ne l'auraient pas fait et qu'ils aient des doutes là-dessus. Du coup, ils s'en rendent compte maintenant. De leur côté, alors est-ce que c'est vrai ou pas, ça je ne sais pas, mais de leur côté, en tout cas, WeMade ont annoncé qu'ils allaient avoir recours à la justice pour faire en sorte que le token soit relisté, parce qu'ils trouvent cette décision injuste, sans préavis, sans raison donnée au moment des faits, etc. Donc on va voir où tout ça va déboucher, mais j'espère en tout cas qu'ils arriveront à relister ça sur les exchanges, parce que là ça a pris un sacré coup. Évidemment, hein, si les 5 crypto exchanges le délistent alors que c'est là-bas que ces jeux-là sont le plus populaires, forcément ça en prend un coup, et ce token, c'est un token qui est utilisé dans certains de leurs jeux, donc pour les joueurs c'est pas forcément folichon. À suivre en tout cas, je vous tiendrai au courant de la situation. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.